la place à Juliette Duquesne qui va avoir la lourde tâche de conclure cette journée et puis ces trois tables rondes. Donc toi, Juliette, vas-y. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Oui, ça marche, c'est super. Donc oui, j'ai la lourde tâche de conclure cette journée riche en informations et donc je dois le faire en peu de temps. Donc j'espère bien conclure cette journée. Je suis aussi ravie de le faire à quelques jours du Salon de l'agriculture et la veille d'un vote de la loi d'orientation agricole. Alors moi, je suis journaliste depuis plus de 20 ans, autrice et spécialisée dans ces sujets liés notamment à l'agriculture, alors qu'il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé ce métier, j'étais très éloignée des sujets agricoles et c'est vraiment le terrain, à force de faire des reportages sur les thématiques liées à la consommation, à la surconsommation, que je me suis rendu compte du sujet très structurant et absolument central de l'agriculture et de l'alimentation. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que ce sujet est si difficile à changer en profondeur, parce que c'est un sujet très structurant dans nos sociétés. On oublie souvent que c'est après la Seconde Guerre mondiale, quand les paysans sont partis des champs pour aller dans les villes, qu'on est parti dans notre modèle de surconsommation avec la course du produit intérieur brut. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à changer de modèle agricole et qu'il y a des fortes résistances dues au lobby bien sûr, mais pas seulement, dues aussi au fait que quand on change le modèle agricole et alimentaire, on va changer forcément beaucoup plus que le modèle agricole et alimentaire. On va changer un peu toute notre société plus globalement. Donc, il y a forcément de fortes résistances. Et puis, quand on change de modèle agricole, on ne peut pas faire de greenwashing. Soit on change de modèle, soit on ne change pas. On l'a bien entendu aujourd'hui qu'on ne peut pas faire un entre-deux. Il faut vraiment, on ne peut pas juste retirer les pesticides. Il faut vraiment changer de modèle agricole. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des fortes résistances sur ce sujet-là. Alors souvent, le chiffre qu'on donne, c'est que si on changeait de modèle agricole demain, si on passait complètement à l'agriculture biologique, il faudrait au moins 2 fois plus de paysans. Et comme l'a dit tout à l'heure Sylvie Collat de la Confédération paysanne lors d'une intervention, elle disait qu'on avait du mal à convaincre les personnes de devenir paysans et qu'on allait plus vers l'agrandissement des fermes. Et donc, il faut donner envie aux personnes de devenir paysans. Et ça a été beaucoup rappelé aujourd'hui qu'il fallait transformer toute la filière. Et ça vient d'être justement redit juste à la fin de cette table ronde, qu'il fallait que les paysans puissent vivre de leur production et qu'il fallait donc une réforme complète de l'agriculture et de la filière. Et c'est vrai que on l'a peut-être pas défini ce qu'était l'agriculture biologique ou alors l'agroécologie paysanne, comme certains disent, que c'est pas seulement, enfin ça a été dit quand même plusieurs fois dans la journée, que c'est pas seulement cultiver sans pesticides, mais c'est cultiver en harmonie avec le vivant et que ça demande souvent plus d'expertise, de précision et de formation que l'agriculture industrielle et que c'est pas la même recette qu'on va appliquer aux 4 coins de la planète, que ça va être différent justement, alors même en France, mais ça va être aussi différent dans le reste du monde et que surtout, on va plus après dépendre des multinationales pour se nourrir, qui est une clé de notre autonomie et de la souveraineté. Donc l'agriculture bio ne manque pas d'ennemis, comme a rappelé Guillaume Gontard dans son introduction, alors qu'on a tellement besoin d'agriculture biologie, d'agroécologie paysanne. Il a précisé qu'il n'avait jamais vu depuis 7 ans qu'il est sénateur qu'on multipliait les violations de la Constitution et du droit européen en parlant de la version de la loi d'orientation agricole et que le terme de transition écologique avait été méthodiquement supprimé donc, du texte de la loi. Donc on voit qu'il y a énormément de blocages. Moi, en tant que journaliste, j'ai souvent, et j'ai travaillé dans des grands médias auparavant, donc subi ce lobbying qui a été, dont on a parlé aujourd'hui. Benoît Biteau en a aussi parlé dans son intervention. Donc, je pense qu'il y a le lobbying, le côté structurant qui fait qu'on a du mal
à changer ce modèle agricole. Et on a aussi beaucoup parlé de ça aujourd'hui, de la déconnexion de la terre d'une partie de la population. Et d'ailleurs, moi, j'ai été frappée pendant la crise agricole à quel point les citoyens ne savaient pas situer les différents syndicats agricoles. Et je trouve que c'est révélateur de cette déconnexion de la société avec le monde agricole. Philippe Camburet a d'ailleurs bien précisé que l'agriculture de demain, l'agriculture biologique et l'agriculture nourricière sans engrais, sans technologie, mais l'agriculture des solutions, et qu'il nous a donné un peu d'espoir en parlant de la consommation qui était à deux chiffres il n'y a pas si longtemps et qu'on pouvait espérer de nouveau l'avoir à 2 chiffres demain. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que il y a eu dans la première table ronde toute une partie sur est-ce que l'agriculture biologique, l'agroécologie peut nous nourrir. Moi, c'est une question que j'ai pratiquement à chaque conférence que je fais grand public sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est un de mes premiers ouvrages était là-dessus, c'est que quand on creuse le sujet, ça fait même plus de débat. De toute façon, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Ça se serait. L'agriculture industrielle nourrit surtout les élevages industriels via les céréales qui sont produites et qui occupent 70% des terres de la planète. Et on sait, et ça a été rappelé par Aurélie Catalot de l'IDRI, qu'on pourrait tout à fait nourrir l'Europe si on passait à l'agriculture biologique. Il faut tout simplement manger 50% de viande en moins et que les animaux mangent de l'herbe et pas des céréales. Et du coup, on mangeait beaucoup plus local. Et dans le monde, on sait que les chiffres sont encore plus parlants. Je vais citer juste une étude de Jules Préti qui regroupe énormément d'études et qui montre que les pratiques agroécologiques permettent d'augmenter les rendements de 79%, notamment dans les pays en voie de développement comme en Afrique. Et donc là, on sait que ça fonctionne encore mieux. Mais Christian Huyghe a bien procédé de l'INRAE, enfin ancien directeur scientifique de l'INRAE, a bien précisé qu'il ne fallait pas seulement retirer les pesticides, sinon forcément ça ne marche pas, qu'il n'y aura pas une solution miracle, mais qu'au contraire il fallait travailler avec la biodiversité et à rappeler ce chiffre quand même assez catastrophique de 75% de baisse de biodiversité des insectes en 26 ans. Et moi, je rentre là, j'étais faire des conférences, je me permets cette parenthèse, aux Antilles, et je trouve que c'est un endroit très révélateur qui cristallise un peu beaucoup de problématiques de façon encore plus forte que dans l'Hexagone. Et malgré le scandale du chlordécone, il y a encore énormément de terres qui sont cultivées en monoculture et monoculture de bananes. Et même s'il y a une baisse des pesticides, la culture de bananes, c'est encore plus de 70% des pesticides de l'île et 80% de l'écologie. Et là-bas, j'arrêtais pas d'entendre qu'on ne pouvait pas faire d'agroécologie dans une zone tropicale parce qu'il y avait trop de maladies. Et pourtant, j'ai été voir des chercheurs, des agroécologistes là-bas qui cultivent et on voit que ça fonctionne très bien, qu'au contraire, les insectes, en faisant des bandes fleuries, permettent aux cultures de concombres de fonctionner, qu'on utilise des canards pour désherber les champs de canne à sucre et que sur cette île, encore plus qu'ailleurs, on pourrait être totalement autonome de façon alimentaire. Et là, les prix, en plus, baisseraient énormément parce que eux, les prix sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. Donc, c'est un exemple, je trouve, très révélateur. Là, je reviens de Martinique, c'est pour ça que j'en parle. Et en plus, avec les plantes, on pourrait augmenter la dépollution des terres 5 fois plus rapide par rapport au chlordécone. Donc, je trouve que c'est un exemple révélateur Et en plus, d'ailleurs, ça permettrait aussi de réparer une partie de l'histoire, parce que c'est aussi lié à l'histoire liée à l'esclavage. Je me permets cette parenthèse parce qu'elle est liée, je trouve, à la thématique de l'autonomie alimentaire qui a été beaucoup abordée aujourd'hui, et aussi sur les bienfaits de l'agriculture biologique. Donc Aurélie Catalot a parlé des services environnementaux. On en a aussi beaucoup parlé pendant la deuxième table ronde. Et on a aussi parlé de l'impact de l'agriculture conventionnelle, l'impact considérable qui ne sont pas pris, les fameux coûts cachés dont vous parliez dans la première table ronde. Et j'ai retrouvé ce chiffre. Alors, il a été dit une partie du chiffre, mais j'ai retrouvé du coup la deuxième partie du chiffre qui est encore plus importante. C'est les coûts d'élimination de l'azote et des pesticides sont évalués. Il serait compris entre 54 et 91 milliards d'euros pour les eaux de surface et entre 522 et 847 milliards d'euros pour les eaux souterraines. Donc c'est une somme qui représente plus de 3 fois
les ressources annuelles de l'État. Donc voilà, les coûts cachés sont absolument considérables et à prendre en compte dans le prix global. Ça a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui. Olivier Chaloche, producteur de céréales, donc lui a bien parlé qu'il fallait beaucoup de formation pour faire de l'agriculture biologique et que la vraie souveraineté alimentaire, c'est celle qui est sans engrais importés et une souveraineté qui permet à des sols d'être riches et de retenir l'eau justement parce que c'est une thématique qui a été beaucoup abordée aujourd'hui. Il a aussi conclu, et je trouve que c'était intéressant par rapport à la déconnexion dont on a parlé des citoyens, en tout cas d'une partie des citoyens avec la terre, de rapprocher les rats des champs et les rats des villes. Sophie Tabary, agricultrice, nous a parlé de les 50 ans d'agriculture de la bio et du fait que c'était riche d'expérience. Et j'ai trouvé ça touchant son témoignage en disant qu'avant, ils étaient perçus, les agriculteurs, comme des artisans pour aller vers le mieux et qu'aujourd'hui, c'était plutôt l'inverse et que c'était assez violent comme sensation de travailler pour aller vers une société meilleure, mais qu'aujourd'hui, ils ne se sentaient plus soutenus. J'ai trouvé ce témoignage touchant et Daniel Salmon qui a précisé qu'on voulait essayer de remettre la bio dans sa niche plutôt que justement, alors qu'on a besoin qu'elle grandisse. Le témoignage de Benoît Biteau, alors moi que je connais parce que j'ai fait un reportage sur lui il y a très longtemps avant qu'il soit même député européen et j'avais trouvé sa ferme très intéressante et très révélatrice. Je la donne souvent dans ma conférence sur l'eau parce que sur sa ferme, son père faisait du maïs irrigué et lui il fait de l'agroécologie comme il l'expliquait et il économise sur sa seule ferme la quantité d'eau d'une ville de 7000 habitants par an. Donc je trouve que voilà, c'est toujours un exemple. J'ai les deux photos de la ferme de son père et la sienne. Et du coup, la différence est quand même énorme. Et on voit en plus, parce que les gens des fois ont du mal à percevoir la différence en fait entre comme justement une partie sont déconnectés entre un champ de monoculture et un champ en agroécologie. Donc c'est toujours intéressant de voir cette différence. Et donc dans sa carte blanche, la bio pour la vie, il a rappelé l'importance de la souveraineté alimentaire face à la chute de la biodiversité et au changement climatique. Et aussi, il a terminé sur le fait que la bio était important pour notre vie et notre santé et pour le commun plus globalement. La deuxième table ronde était vraiment plus sur les territoires. Et moi, en tout cas, depuis 20 ans, je me rends compte que l'échelle des territoires est toujours une échelle très intéressante pour œuvrer. Et cette table ronde nous l'a montré encore une fois avec des exemples très riches. Et c'est vrai que ces paiements pour services environnementaux sont vraiment une piste à explorer. Donc Jean-Luc Allais nous en a parlé sur les paiements pour services environnementaux et de santé publique. Donc pas seulement pour l'eau, mais aussi pour la biodiversité. Et donc, ça a été rappelé quand même à plusieurs reprises que ce sont des dispositifs qui nécessitent de l'argent, besoin de 3 millions d'euros sur 5 ans et une intervention à parler de celle de Paris, très exigeante aussi, qui demande donc un financement à côté. Et c'est vrai que, alors pour la biodiversité, c'est important. Pour l'eau, d'ailleurs, je crois que le chiffre a été donné aussi tout à l'heure, mais je l'avais noté. C'est vrai qu'en France, entre 1980 et 2021, il y a 12 600 captages d'eau qui ont été fermés sur 30 700. Et en grande partie, c'est dû à la pollution. Donc c'est de l'eau, c'est quand on va si en plus on a quand même plus de périodes de sécheresse, donc c'est en plus on va pouvoir avoir accès à cette eau pour avoir de l'eau potable au robinet. Donc c'est absolument essentiel. Et c'est vrai que toutes ces mesures de prévention dont on a parlé pendant la deuxième table ronde sont essentielles. Ça a été rappelé à plusieurs reprises dans cette journée parce que ça coûte 87 fois moins cher de mettre ces mesures de prévention plutôt que de dépolluer l'eau
après. Et là, c'est des chiffres en plus qui prennent en compte le charbon actif et pas les systèmes d'osmose inverse, comme certains veulent faire aujourd'hui, comme pour dessaler l'eau de mer, qu'on essaye de plus en plus de généraliser. Enfin, pour l'instant, c'est très peu, mais ces systèmes-là, en plus, coûtent de l'énergie et ont un coût important. Donc, on voit qu'au final, même si ça coûte de l'argent, ça coûte moins d'argent, notamment pour le consommateur et le citoyen qui va payer ensuite l'eau et la dépollution de cette eau. Donc, on voit qu'il y a des solutions avec Jean-Luc Allais. On a vu aussi avec Mathilde Roussel à La Rochelle, qui a beaucoup parlé qu'en plus, la bio pourrait calmer le climat de défiance. Je trouvais ça intéressant dans une région en plus où il y a quand même beaucoup de tensions. Voilà, on a évoqué les fameuses méga-bassines qui sont quand même mis en place pour contenir le modèle et toujours rester dans le même modèle plutôt que de changer les fondements tels que ça a été avancé aujourd'hui. Et donc, elle a parlé des difficultés qu'on peut rencontrer, notamment alors autour de La Rochelle, face aux grosses coopératives qui exportent énormément de céréales. Et elle disait qu'il fallait justement aller plus loin avec ces paiements des services environnementaux. On a eu aussi du coup le témoignage de Michel Desmolder à Rennes, je trouve ça très intéressant parce que là il y avait en plus plusieurs exemples de comment on peut réformer la filière avec la restauration collective, le label terre de source et puis la structuration autour du sarrasin, du blé. Et donc ça montre bien, je trouve que il y a la nécessité vraiment de réformer toute la chaîne alimentaire et que c'est possible. Voilà, il a quand même, et ça c'est aussi venu plusieurs fois dans la journée, rappeler l'importance du pollueur-payeur qui est dans la loi depuis 1964, mais qui n'est toujours pas appliqué, en tout cas pour l'eau. On sait que c'est les citoyens qui paient la dépollution de l'eau. Je sais que là, dans la loi sur les PFAS, on voudrait que, justement, avant qu'il soit interdit en 2030, que ce soit bien les industriels qui paient la dépollution de l'eau. Donc, ce principe de pollueur-payeur est vraiment important. Je regarde l'heure parce que je sais qu'il faut que je finisse à 18h pile. Donc, je veux bien conclure sur tous les points. Après, il y a Gilles Perrol, qui a aussi montré son témoignage très intéressant et l'importance de réformer toute la chaîne alimentaire avec 100% de bio dans les cantines depuis 2012. En plus, à prix constant, en diminuant le gaspillage et en faisant moins de viande, donc 50% de viande en moins. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a bien sûr aussi la ferme municipale, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai vu aussi ces deux chiffres-là que je trouvais assez révélateurs. 92% des familles qui changent de pratique alimentaire, notamment grâce à la parole des enfants, et l'obésité inférieure de 45% par rapport à la moyenne nationale. Et c'est vrai que c'est toujours difficile quand on parle de la bio de faire le lien, même si on sait qu'il y en a des liens entre ce qu'on mange et la santé, mais souvent c'est multifactoriel, que ce soit les cancers et que ce soit la nourriture. C'est toujours difficile de faire le lien entre les deux. Donc je trouve ce chiffre révélateur. Et c'est vrai que de toute façon, on sait qu'avec la nourriture industrielle, on se nourrit souvent de calories vides et donc on va se nourrir plus pour avoir un sentiment de satiété. Et on sait que si on augmentait un petit peu le budget alimentation, on pourrait baisser d'autant plus le budget santé, et cet exemple le montre. Donc c'est vrai que cette table ronde, je trouve, donne de l'espoir avec toutes ces initiatives au niveau des territoires qui fonctionnent dans cette période difficile. Et j'ai retenu aussi quand même dans les difficultés, notamment qu'il faudrait des règles plus souples, notamment pour favoriser le local. Et donc j'ai trouvé ce point intéressant. Pour la troisième table ronde, on a beaucoup parlé du marché, l'objectif serait 12% de consommation et qu'aujourd'hui on serait à 6% de part de marché. Que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est vrai j'avais pas moi les derniers chiffres qu'on voyait quand même parvenir, qu'il y avait une tendance de la bio qui augmentait avec une reprise de la bio. Pascal Ebel a rappelé que la première raison de consommer bio restait la santé et que la contrainte prix
peut être réduite si le consommateur réduit le gaspillage et change de régime alimentaire. Ça peut permettre de libérer du pouvoir d'achat pour plus de bio. Elle a aussi rappelé que 32% des consommateurs sont en insécurité alimentaire, que c'est 3 fois moins qu'en 2011. C'est bien ça ou je crois que j'ai dit 3 fois plus, c'est bien ça, c'est ce que je me suis dit en le disant que j'avais mal noté. 32% des consommateurs sont en insécurité alimentaire, donc 3 fois plus qu'en 2011. Et que donc pour une partie de ces consommateurs n'avaient pas le choix et ne pouvaient pas manger bio. Jean Verdier a rappelé les grands chiffres et qu'il n'y avait pas de plafond de verre et qu'on pouvait dépasser ce 6% en nous rappelant l'exemple du Danemark ou de l'Autriche qui était à 10 ou à 12%. Et que le marché, qu'il y avait une reprise notamment dans les magasins spécialisés et que la grande distribution c'était encore 50% du volume du bio. Christelle Lehir nous a rappelé, et ça c'est intéressant, en tout cas moi je n'avais pas ces derniers chiffres, que les chiffres de 2025 étaient bons pour les magasins spécialisés, donc c'est une bonne nouvelle, et qu'en 2024 ils avaient augmenté de 5,3% dans les magasins spécialisés après 3 années de pertes. Et ça, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Alors, Christophe Barnoin nous a aussi confirmé cette reprise de la bio, plus 2% dans les épiceries bio au sein de la grande distribution, et nous a confirmé qu'il y avait une croissance un peu partout en Europe. La bio, c'est que 90% des ménages mangent bio une fois par an. Donc, il nous a montré, et ça, je trouvais ça intéressant, le fait qu'il y avait quand même en ce moment un peu une reprise des citoyens vers, en tout cas, d'un attrait vers la bio, un moment où, au contraire, au niveau national, il y avait une polarisation des débats et qu'il y avait plutôt même d'une façon législative une mauvaise tendance, et c'était intéressant de voir ce contraste entre l'envie des citoyens et que 8 Français sur 10 craignaient l'impact des pesticides. C'est vrai que je trouvais que cette table ronde était intéressante aussi par rapport au terme utilisé, qui était le terme de démocratie, dans le sens plutôt généraliser l'agriculture biologique. Et il me semble aussi que dans ces temps de crise démocratique, remettre l'agriculture et l'alimentation au centre du débat démocratique est essentiel, et certainement aussi d'impliquer plus le citoyen au sein de la filière agricole et alimentaire. Et c'est vrai que ça a été aussi évoqué aujourd'hui, les initiatives comme la sécurité sociale de l'alimentation qui permettent d'impliquer dans les territoires d'autant plus le citoyen. Et ça peut aussi, je pense que dès que le citoyen est coupé de la terre, il va moins comprendre les prix, moins comprendre les produits. Et donc, il me semble intéressant de réintégrer le citoyen dans la filière, dans des initiatives, même si pour l'instant, elles restent limitées, dans des initiatives comme la sécurité sociale de l'alimentation. C'est vrai qu'il a été abordé, je crois que c'est Charles Pernin qui a posé la question de Synabio dans la matinée, sur comment on fait avec la grande distribution. Alors, je vais me permettre de donner aussi un peu mon avis, moi qui ai beaucoup enquêté sur la grande distribution. C'est vrai que je pense que plus on pourra diversifier le fait de où on va acheter notre nourriture, mieux ce sera, parce qu'on sait que dès que c'est que quelques acteurs qui détiennent le marché, il y a forcément une pression sur les prix qui est exercée. Et c'est vrai que moi, à travers mes différents reportages, je vois que tous les magasins spécialisés, organisés de façon indépendante, en forme de scope ou autre, sont souvent des solutions très intéressantes au sein des territoires, et elles ne cherchent pas forcément à toujours grandir, mais plutôt à répliquer un autre modèle à côté. Et là, on a vraiment des filières locales qui s'instaurent, et c'est vrai que 50% du volume, c'est peut-être encore beaucoup pour la grande distribution, mais c'est la réalité des chiffres et la réalité actuelle. Il a beaucoup été question de souveraineté agricole aujourd'hui. Et justement, avec l'IDRI, j'avais cherché ce chiffre. Alors, ce sont des ordres de grandeur, mais je trouve que ce chiffre est révélateur. La France exporte la moitié de sa production et elle importe 30% des produits de notre territoire. Donc, notre nourriture, elle voyage encore
beaucoup. Et ça n'a pas toujours été le cas, et c'est pas toujours, ça serait pas encore, on n'est pas obligé de faire ça demain. On a toujours l'impression que c'est une tendance qui est obligatoire, mais ce n'est pas le cas. Et j'aime bien, j'avais retrouvé ce chiffre que je trouve intéressant. L'autonomie alimentaire de la ville de Paris, on dit toujours que c'est estimé à 5 à 7 jours. Et à la fin du 19e siècle, alors certes, on n'avait pas le même nombre d'habitants, mais la plus grande majorité des aliments qui étaient consommés à Paris, ils étaient produits à moins de 250 km autour de Paris. Donc on pourrait revenir à des territoires, on a beaucoup été question de territoires aujourd'hui, de territoires où on pourrait, voilà, en tout cas revenir vers plus d'autonomie alimentaire, contrairement à aujourd'hui. Mais là, on revient toujours à la question de la nourriture des élevages industriels, vu que 90% du bétail en France peut être nourri par du soja OGM qui déforeste du coup en Amérique du Sud. Donc on revient toujours à la même question et à ce sujet-là. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je vois qu'il est 18h, donc d'aller vers la conclusion. C'est intéressant parce que aujourd'hui, on a beaucoup abordé la thématique de l'eau et la thématique des territoires et de l'agriculture, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a beaucoup abordé à l'échelle d'un territoire. Et c'est sûr que, comme l'eau, l'agriculture et l'alimentation, ça doit se penser au niveau des territoires. On sait qu'on ne va pas faire la même agriculture, on ne va pas consommer de la même façon l'eau dans les Pyrénées-Orientales où il y a de la sécheresse déjà depuis plusieurs années, comme dans le nord de la France qui a beaucoup moins de problèmes, même s'ils ont connu des moments de sécheresse. Donc je trouve ça intéressant à chaque fois de replacer ça au sein des territoires. Et en même temps, quand je fais mes conférences sur l'eau un peu partout en France, je regarde toujours les chiffres du recensement agricole. Et quand l'irrigation explose, c'est toujours à peu près à chaque fois, quand il y a de l'irrigation de maïs dans la région, c'est très intéressant de regarder les chiffres et de voir ça à chaque fois dans chaque région, c'est le cas. Donc voilà, ce point me paraît important. Pour conclure, Guillaume Contard rappelait tout à l'heure que l'agriculture prospérait sans accompagnement public et que maintenant, ça va être désormais avec un très fort vent de face qu'il va falloir avancer. Et je pense que c'est sûr que c'est pas une période simple. Pourtant, on voit que l'agriculture biologique est centrale pour l'eau, les sols, la biodiversité, pour énormément de points. Et peut-être un des plus grands avantage qu'a l'agriculture biologique, l'agroécologie paysanne, parfois chacun préfère son terme, c'est certainement d'avoir depuis 40 ans expérimenté et réussi à montrer que l'agriculture peut fonctionner, que ça fonctionne partout. Et moi, et d'ailleurs ça a été dit ce matin, je ne me souviens plus par qui, ce qui est toujours impressionnant, et moi c'est ce qui me donne espoir quand je vais sur le terrain, c'est à quel point ça reprend vite ses droits. Dès qu'on va prendre soin du vivant, cultiver en harmonie avec le vivant, on voit très vite les coquelicots revenir, les oiseaux chanter et la biodiversité reprendre ses droits. Et ça beaucoup plus rapidement, des fois, qu'espérer. Et même, je trouve ça intéressant parce que ça, aucun même algorithme d'intelligence artificielle peut le calculer. Je trouve que c'est ce point-là qui donne espoir quand on va sur le terrain, quand il y a des endroits où ça fait 10, 20, 30, 40 ans ou même quelques années où on cultive en harmonie avec le vivant. On voit que ça fonctionne bien. Même dans les zones semi-arides, tout à l'heure, on parlait quand les sols sont riches et riches en matière organique, ils permettent à l'eau de mieux rester dans les sols. Et dans les zones semi-arides, les pratiques agroécologiques permettent de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Donc voilà, je me dis que comme espoir, pour terminer ce colloque sur des notes d'espoir, on a le fait que l'agriculture biologique, l'agroécologie paysanne fonctionne depuis longtemps et que même si on est dans une période particulièrement complexe, je pense, pour reprendre l'intitulé de ce colloque, que l'agriculture biologique doit être le modèle de demain, mais même celui d'aujourd'hui, et que même dans les périodes complexes comme aujourd'hui, il faut continuer justement à le promouvoir. Et certainement, c'est l'importance aussi des journées comme celle-ci, où on peut entretenir des liens entre les personnes qui travaillent dans la bio et aussi retisser le lien aussi entre les citoyens et tous ceux qui cultivent la terre.
Je vous rassure, je ne vais pas faire la conclusion de la conclusion, parce que sinon, on s'en sortira pas. Remercier quand même une dernière fois l'ensemble des participantes et participants, et puis l'ensemble des intervenantes et intervenants, et puis tous ceux qui ont permis que ce colloque, comme je l'ai dit, puisse se tenir, même si c'est vrai qu'on a dû mettre les bouchées doubles dans la dernière semaine pour pouvoir faire en sorte qu'il ait lieu. Je pense que c'était important. On n'a évidemment pas tout dit, il y avait encore plein de choses et il y aura encore plein de choses à travailler, mais je pense qu'il y a un aspect très positif, et je remercie Juliette pour sa conclusion, c'est que ça nous donne du pep, ça nous donne de l'espoir et ça nous donne envie justement de continuer à avancer, de continuer à promouvoir l'agriculture biologique, l'agroécologie, parce que je pense qu'on est dans le vrai, j'en suis même certain. Et donc très heureux en tout cas que ce colloque ait pu avoir lieu ici, et on est très heureux avec mon collègue Daniel Salmon d'avoir pu vous accueillir au Sénat et dans ces lieux. Merci à vous toutes et tous.